Histoire. La mort du prince Édouard II, 1327. Le roi maudit et sa fin tragique. Les scandales d'un roi, les amours controversés d'Édouard II. Imaginez un roi dont les passions amoureuses ont ébranlé un royaume. Édouard II, couronné en 1307, n'était pas seulement un monarque. Il était un homme dont les choix intimes ont semé les graines de sa chute. Cette première partie explore les relations scandaleuses d'Édouard II, en particulier avec Piers Gaveston et Hugh Despencer, qui ont non seulement choqué la cour, mais aussi provoqué des rébellions. Ces amours, vus comme un affront à l'époque, révèlent un roi complexe, à la fois vulnérable et provocateur. Né en 1284, Édouard II hérita du trône de son père, Édouard Perry Perse, un roi guerrier respecté. Mais Édouard II était différent. Dès son jeune âge, il montrait peu d'intérêt pour les campagnes militaires, préférant la compagnie de favoris, comme Piers Gaveston, un noble gascon. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean Froissart, décrivent Gaveston comme un homme charismatique, mais arrogant, qui dominait le cœur du roi. Leur relation, probablement amoureuse, scandalisa les barons. À une époque où l'homosexualité était condamnée par l'Église, Édouard II n'hésitait pas à couvrir Gaveston de titres et de richesses, provoquant la fureur des nobles. En 1312, les barons, exaspérés, capturèrent Gaveston et l'exécutèrent. Imaginez la douleur d'Édouard, voyant son compagnon le plus cher massacré, son corps abandonné dans un champ. Mais Édouard ne tira pas de leçon. Quelques années plus tard, il s'attacha à Hugh Despencer, un autre favori, dont l'influence devint encore plus toxique. Despencer, décrit par le chroniqueur Ranulph Higden comme cruel et avide, manipula le roi pour s'enrichir, aliénant davantage la noblesse et même la reine, Isabelle de France. Les rumeurs, rapportées dans la Vita Edwardi Secundi, suggèrent qu'Edward et Despencer partageaient une intimité qui dépassait l'amitié, alimentant les murmures de « péché contre nature ». Une analyse psychologique moderne pourrait voir en Edward un homme en quête d'affection dans un monde hostile. Mais à l'époque, ses choix étaient aperçus comme une faiblesse impardonnable. Ces relations ne furent pas seulement personnelles, elles déclenchèrent des crises politiques. Les barons, furieux de voir des favoris dominer la cour, se rebellèrent, plongeant l'Angleterre dans le chaos. Isabelle, surnommée la Louve de France, se distancia de son mari, préparant le terrain pour une trahison dévastatrice. Les chroniques décrivent un roi isolé, entouré d'ennemis, incapable de gouverner sans ses favoris. Mais ce n'était que le début de ses malheurs. Si ses amours ont choqué, attendez de découvrir comment sa paranoïa a transformé son règne en cauchemar. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis. La paranoïa d'un roi, un règne plongé dans le chaos. Si les passions d'Édouard II ont semé la discorde, sa paranoïa a transformé son règne en un véritable cauchemar. Édouard II, roi d'Angleterre, vivait dans la peur constante de la trahison. Une peur qui l'a poussé à des décisions désastreuses, aliénant ses alliés et précipitant son royaume dans le chaos. Cette deuxième partie explore comment sa méfiance maladive, exacerbée par les pertes de ses favoris, a conduit à un règne marqué par la répression brutale et l'instabilité politique. Likez, abonnez-vous et commentez pour partager cette histoire captivante. Dès la mort de Piers Gaveston en 1312, Édouard II devint un homme hanté. Les chroniques, comme celle de la Vita Edwardi Secundi, décrivent un roi obsédé par la vengeance. Il traqua les barons responsables, ordonnant des exécutions publiques où les corps étaient laissés à pourrir comme avertissement. Imaginez-vous dans une ville anglaise du XIVe siècle.
où les gibets se dressent au carrefour, les corbeaux tournoyant au-dessus des cadavres. Cette brutalité, rare pour un roi, choqua même ses partisans. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer un trouble de la personnalité paranoïaque, où chaque ombre semblait une menace. L'arrivée de Hugh Despenser comme nouveau favori aggrava la situation. Despenser, ambitieux et manipulateur, encouragea la méfiance d'Edward envers ses propres nobles. Les archives, comme celles de l'Annales Paulini, rapportent que le roi ordonna des confiscations massives des terres des barons, accusés sans preuve de complot. Ces actes alimentèrent une rébellion ouverte, menée par des figures comme Thomas de Lancastre. En 1322, Édouard écrasa cette révolte à la bataille de Boroughbridge, exécutant Lancastre et des dizaines d'autres. Les récits de l'époque décrivent des scènes macabres, des têtes tranchées exposées sur les remparts de Londres. Mais la paranoïa d'Edward ne se limitait pas aux nobles. Il soupçonnait même sa reine, Isabelle, de comploter contre lui. Les chroniques de Froissart suggèrent qu'Isabelle, humiliée par l'influence de Despenser, commença à tisser des alliances secrètes en France. Edward, sentant le danger, renforça sa garde personnelle et limita les déplacements de la reine, la transformant en prisonnière dans son propre palais. Cette tension conjugale, mêlée de méfiance, créa une cour où personne ne se sentait en sécurité. Les domestiques murmuraient, les espions pullulaient, et chaque banquet semblait une occasion pour un empoisonnement. Un détail troublant, rarement mentionné, concerne les rituels nocturnes d'Edward. Selon des sources obscures, comme un manuscrit anonyme conservé à Oxford, le roi consultait des astrologues et des devins, cherchant des présages dans les étoiles pour identifier ses ennemis. Était-ce un signe de désespoir ou de superstition? À l'époque, ces pratiques étaient considérées comme hérétiques, ajoutant une couche de scandale à son règne. Pourtant, ces efforts ne firent qu'aggraver son isolement, car même ses conseillers les plus fidèles commencèrent à douter de sa santé mentale. Si cette paranoïa a déchiré son royaume, attendez de découvrir comment ses échecs militaires ont humilié l'Angleterre et préparé le terrain pour sa chute. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis. L'humiliation militaire, les défaites d'un roi faible. Alors que la paranoïa d'Édouard II empoisonnait sa cour, ses échecs sur le champ de bataille ont transformé son règne en une humiliation nationale. Édouard II, contrairement à son père guerrier, était un roi dépourvu de talent militaire, dont les défaites ont non seulement affaibli l'Angleterre, mais aussi alimenté les rumeurs sur son incompétence. Cette troisième partie explore ses campagnes désastreuses, notamment contre l'Écosse, et comment elles ont exacerbé les tensions internes, révélant un roi incapable de répondre aux attentes de son peuple. L'un des moments les plus infamants fut la bataille de Bannockburn en 1314. Face à Robert Bruce, roi d'Écosse, Edward mena une armée anglaise bien supérieure en nombre. Pourtant, selon les chroniques de Walter de Guisborough, son manque de stratégie et son arrogance conduisirent à une déroute humiliante. Imaginez des chevaliers anglais, englués dans la boue, massacrés par des Écossais agiles. Edward s'enfuit du champ de bataille, laissant derrière lui des milliers de morts et son prestige en lambeaux. Cette défaite renforça l'idée que le roi était faible, incapable de protéger son royaume. Mais les échecs ne s'arrêtèrent pas là. Edward tenta à plusieurs reprises de reprendre le contrôle de l'Écosse sans succès. Chaque campagne drainait les coffres royaux, provoquant la colère des barons qui finançaient ces guerres inutiles. Les annales londoniens rapportent que le roi dépensait des fortunes en banquets et cadeaux pour ses favoris, tandis que ses soldats manquaient d'armes.
Cette négligence alimenta les murmures. Était-il plus intéressé par ses plaisirs que par la gloire de l'Angleterre? Un détail étrange émerge des récits. Édouard semblait fasciné par des activités peu royales, comme creuser des fossés ou forger des fers à cheval, selon la Vita Eduardi Secondi. Ces passe-temps, indignes d'un roi, étaient moqués par la noblesse, qui y voyait une preuve de son inaptitude. Une analyse moderne pourrait interpréter cela comme une tentative d'échapper à la pression de son rôle. Mais à l'époque, ses comportements excentriques renforcèrent son image de roi ridicule. Ses défaites et bizarreries ont poussé ses ennemis, y compris sa propre reine, à agir. La prochaine partie révélera comment Isabelle, la Louve de France, a orchestré une trahison qui a scellé le destin d'Édouard. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis. La trahison de la Louve, Isabelle et la chute d'Édouard II. Si les échecs militaires d'Édouard II ont humilié l'Angleterre, la trahison de sa propre reine, Isabelle, a scellé son destin. Surnommée la Louve de France, Isabelle de France, épouse d'Édouard II, passa de reine négligée à architecte d'une révolution sanglante. Cette quatrième partie plonge dans les intrigues qui ont conduit à la chute du roi, révélant une femme complexe, à la fois victime et manipulatrice, et un royaume déchiré par la vengeance. Likez, abonnez-vous et commentez pour partager cette histoire captivante. Isabelle, mariée à Édouard à l'âge de 12 ans, avait enduré des années d'humiliation. Les chroniques, comme celle de Jean Froissart, décrivent une reine reléguée au second plan, éclipsée par les favoris du roi, Piers Gaveston, puis Hugh Despencer. Imaginez-vous dans sa position, une princesse française, élevée dans la grandeur, forcée de vivre dans l'ombre d'hommes qu'elle méprisait. Les annales Paulini rapportent qu'Édouard confisqua ses terres et limita ses dépenses, la traitant presque comme une prisonnière. Cette indignité transforma son amour en haine. En 1325, Isabelle saisit une opportunité. Envoyée en France pour négocier avec son frère, le roi Charles IV, elle refusa de revenir. Là-bas, elle rencontra Roger Mortimer, un baron anglais exilé, décrit par la Vita Eduardi Secondi comme un homme charismatique et ambitieux. Leur relation, probablement amoureuse, choqua l'Europe. Ensemble, ils forgèrent une alliance pour renverser Édouard. Isabelle, avec son intelligence politique, rallia des nobles anglais mécontents et leva une armée. En 1326, elle débarqua en Angleterre, accueillie comme une libératrice par un peuple las du chaos. La campagne fut rapide et brutale. Édouard, abandonné par ses alliés, fuit avec Despencer. Les chroniques décrivent des scènes tragiques. Le roi, jadis puissant, errant dans les marais gallois, traqué comme une bête. Capturé en novembre 1326, il fut emprisonné, tandis que Despencer fut exécuté dans des conditions atroces, éviscéré, vivant devant une foule en liesse. Les récits de l'époque, comme ceux de Geoffrey le Baker, suggèrent qu'Isabelle assista à l'exécution, son visage impassible. Était-ce de la vengeance ou un calcul froid pour consolider son pouvoir? Un détail troublant émerge. Selon des sources moins connues, comme un manuscrit de l'abbaye de Malmesbury, Isabelle conserva des souvenirs de Despencer, peut-être des objets personnels, comme un acte de triomphe. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans ce geste un besoin de contrôler un passé douloureux. Mais à l'époque, cela alimentait les rumeurs d'une cruauté féminine inhabituelle. Isabelle, désormais maîtresse de l'Angleterre, fit déposer Édouard en janvier 1327, plaçant leur fils Édouard III sur le trône. Mais la véritable horreur attendait.
Si la trahison d'Isabelle a brisé Edward, sa fin, enveloppée de rumeurs macabres, est encore plus terrifiante. La prochaine partie explorera la mort d'Édouard II, un événement si choquant qu'il hante encore l'histoire. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis, comme le rôle d'Isabelle ou les détails de la conspiration. Une mort macabre, les rumeurs d'un assassinat barbare. La trahison d'Isabelle a brisé Édouard II, mais c'est sa mort, entourée de rumeurs terrifiantes, qui a gravé son nom dans l'histoire comme une énigme macabre. En 1327, Édouard II, roi déchu, fut emprisonné dans des conditions inhumaines, et les récits de son assassinat, impliquant un fer rouge, continuent de hanter les imaginations. Cette 5e partie explore les circonstances de sa fin, les récits contradictoires et les vérités cachées derrière l'une des morts les plus atroces de l'histoire médiévale. Likez, abonnez-vous et commentez pour partager cette histoire captivante. Après sa déposition en janvier 1327, Edward fut enfermé au château de Berkeley, sous la garde de Thomas de Berkeley et John Maltravers. Les chroniques, comme celle de Geoffrey le Baker, décrivent un roi réduit à l'état de prisonnier misérable, privé de confort, nourri de repas avariés et soumis à des humiliations constantes. Imaginez-vous dans une cellule humide, les murs suintants, le froid mordant vos os, sachant que chaque jour pourrait être le dernier. Les récits suggèrent qu'Isabelle et Mortimer, désormais au pouvoir, voulaient briser Edward psychologiquement avant de l'éliminer. La rumeur la plus infâme, rapportée par la chronique de l'Anercost et popularisée plus tard, raconte une mort d'une cruauté inimaginable. Un fer chauffé au rouge aurait été inséré dans son corps à travers un tube, brûlant ses organes sans laisser de traces visibles. Cette méthode, si elle est vraie, était conçue pour simuler une mort naturelle tout en infligeant une souffrance atroce. Une analyse moderne, comme celle des historiens Ian Mortimer et Catherine Warner, remet en question cette histoire, suggérant qu'elle pourrait être une exagération propagandiste pour salir Isabelle. Pourtant, d'autres sources, comme les Annales Paulini, confirme qu'Édouard mourut en septembre 1327 dans des circonstances suspectes, alimentant les spéculations. Un détail troublant émerge. Certains manuscrits, comme un rapport anonyme de l'abbaye de Gloucester, affirment qu'Édouard aurait été étouffé ou empoisonné avant l'acte final pour abréger ses souffrances. Était-ce un geste de pitié ou une précaution pour éviter les cris? Les historiens modernes débattent encore. Edward est-il vraiment mort à Berkeley ou a-t-il survécu en secret, comme le suggèrent des lettres obscures prétendant qu'il s'est enfui en Italie? Cette hypothèse, bien que fascinante, reste marginale. La mort d'Edward, qu'elle soit réelle ou mythique, marqua un tournant. Elle transforma Isabelle en une figure redoutée. Messire System, Édouard II, mais son image de victime ou de monstre restait floue. La prochaine partie explorera comment son héritage a été façonné par ces récits, entre vérité et légende. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis. L'héritage maudit, entre vérité et légende. La mort d'Édouard II ne fut pas la fin de son histoire. Son héritage, façonné par des récits contradictoires, oscille entre tragédie et infamie. Cette 6e partie explore comment l'image d'Édouard II a été construite, déformée et débattue à travers les siècles, révélant un roi à la fois victime de son époque et artisan de sa propre chute. Likez, abonnez-vous et commentez pour partager cette histoire captivante. Les chroniques médiévales, comme celles de Froissart et de la Vita Edwardi Secondi, dressent un portrait accablant. Un roi faible, dominé par ses favoris,
incapable de gouverner. Ces récits, souvent écrits par des chroniqueurs hostiles, ont façonné une image d'incompétence. Pourtant, des historiens modernes, comme Seymour Phillips, suggèrent qu'Edward était un homme mal adapté à une époque brutale, où la force militaire et la ruse politique étaient essentielles. Imaginez un roi sensible, préférant les plaisirs simples comme jardiner, dans un monde où l'on attendait un guerrier. Les récits de sa mort, en particulier l'histoire du fer rouge, ont amplifié son image de victime. Cette légende, propagée par des chroniqueurs comme Ranulph Higden, servait à discréditer Isabelle et Mortimer, tout en transformant Edward en martyr. Mais des indices, comme la lettre de Fieschi, un clerc italien, suggèrent qu'Edward aurait pu survivre, vivant en exil sous un faux nom. Bien que peu crédible, cette hypothèse reflète la fascination persistante pour son destin. Les poètes et dramaturges, comme Christopher Marlowe dans sa pièce Édouard II, ont immortalisé ses passions et sa tragédie, faisant de lui une figure romantique. Une analyse psychologique moderne pourrait voir en lui un homme en quête d'identité dans un rôle imposé. Mais à l'époque, ses choix étaient jugés impardonnables. Son héritage, un mélange de pitié et de mépris, continue de diviser. Mais ce n'est pas tout. La prochaine partie plongera dans les conspirations qui ont entouré sa chute, révélant des secrets encore plus sombres. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis. Les conspirations de l'ombre, les forces derrière la chute. La chute d'Édouard II ne fut pas seulement l'œuvre d'Isabelle et Mortimer. Elle fut orchestrée par un réseau complexe de conspirations, alimenté par des rivalités et des ambitions. Cette 7e partie explore les forces invisibles qui ont précipité la fin d'Edward, révélant un monde de trahison, de manipulation et de lutte de pouvoir dans l'Angleterre médiévale. Likez, abonnez-vous et commentez pour partager cette histoire captivante. Après la mort de Piers Gaveston, les barons, menés par Thomas de Lancastre, voyaient en Edward un roi incapable de gouverner sans favori. Les annales londoniens décrivent un réseau de nobles mécontents qui s'organisèrent secrètement pour limiter son pouvoir. Mais c'est l'alliance d'Isabelle et Roger Mortimer qui changea la donne. Les chroniques, comme celle de Geoffrey le Baker, suggèrent que Mortimer, un stratège brillant, manipula Isabelle pour servir ses propres ambitions, visant à contrôler le jeune Édouard III. Un détail troublant, rapporté par un manuscrit de l'abbaye de Malmesbury, concerne des espions infiltrés dans la cour d'Édouard. Ces agents, loyaux au baron ou à Isabelle, rapportaient chaque mouvement du roi, créant un climat de suspicion oppressant. Imaginez une cour où chaque mot pouvait être rapporté à vos ennemis. Une analyse moderne pourrait comparer cela à un état de surveillance totalitaire, où la peur étouffait toute confiance. Les barons, bien que divisés, partageaient un objectif commun, se débarrasser d'Edward et de Despenser. Les lettres échangées entre Isabelle et des nobles, comme celles mentionnées par Adam Murimut, révèlent des promesses de terre et de titres en échange de leur soutien. Ce réseau d'intrigues transforma la cour en un nid de vipères, où Edward n'avait aucune chance. Mais le véritable choc vient après sa mort. La prochaine partie révélera comment son fils, Édouard III, a vengé son père et redéfini son héritage. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi si je dois continuer et si vous souhaitez approfondir un aspect précis. La vengeance d'un fils, l'héritage redéfini. La mort d'Édouard II marqua le début d'une nouvelle ère, portée par son fils, Édouard III, qui chercha à restaurer l'honneur de sa lignée tout en vengeant son père. Cette 8e et dernière partie explore comment Édouard III a transformé l'héritage de son père,
effaçant l'image d'un roi maudit pour bâtir une dynastie légendaire, tout en révélant des vérités choquantes sur les responsables de sa chute. Likez, abonnez-vous et commentez pour partager cette histoire captivante. En 1330, Édouard III, alors âgé de 18 ans, organisa un coup d'État contre Isabelle et Mortimer. Les chroniques, comme celle de Jean Froissart, décrivent une opération audacieuse. Mortimer fut arrêté lors d'un raid nocturne au château de Nottingham et exécuté pour trahison. Isabelle, bien que spared, fut exilée dans un couvent. Ce geste, selon les historiens comme Mark Ormerod, visait à restaurer l'autorité royale et à effacer la honte associée à son père. Édouard III, contrairement à son père, devint un roi guerrier, lançant la guerre de 100 ans contre la France. Ses victoires, comme celle de Crécy en 1346, éclipsèrent les échecs d'Édouard II. Pourtant, des indices, comme des lettres conservées à la British Library, suggèrent qu'Édouard III enquêta secrètement sur la mort de son père, cherchant à confirmer les rumeurs d'assassinat. Bien que les preuves fussent minces, son animosité envers Mortimer indique qu'il croyait en sa culpabilité. Un détail fascinant concerne les récits posthumes. Certains chroniqueurs, comme Adam Murimut, affirmèrent qu'Édouard II n'était pas mort à Berkeley, mais vivait en exil. Cette légende, bien que improbable, reflète le désir d'absoudre Édouard II de son image de roi faible. Une analyse moderne pourrait voir dans les efforts d'Édouard III une tentative de réhabiliter son père, transformant un roi maudit en une figure tragique. Si cette histoire vous a choqué, likez, partagez et commentez ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.